8 fleurs sur 10 sont importées. Ces 8 fleurs sur 10 qui sont importées, elles sont importées principalement des Pays-Bas, qui est la plaque tournante mondiale des fleurs. Sur ces 8 fleurs sur 10 importées, il y en a à peu près la moitié qui sont produites aux Pays-Bas et à peu près la moitié qui viennent du monde entier, d'Afrique, d'Amérique latine, Moyen-Orient, principalement. Et ce qui fait que celles-là voyagent en avion. Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour Benjamin. Bonjour, comment ça Ça va? va super, merci. Benjamin, vous êtes fondateur de Monsieur Marguerite, qui est un fleuriste en ligne éco-responsable. Et alors c'est très intéressant de vous avoir sur le podcast aujourd'hui parce que en fait beaucoup de personnes ne sont pas conscientes en fait de l'impact sur l'environnement des fleurs qu'on achète dans le commerce. Et cet impact est loin d'être négligeable. Donc je voulais en discuter avec vous et puis faire un point aussi sur votre parcours, ce qui vous a amené à lancer ce projet, et puis peut-être aussi discuter des moyens pour faire autrement. Mais alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, je suis Benjamin, donc du coup, j'ai cofondé Monsieur Marguerite. Je suis papa de 3 enfants, et du coup, j'ai cofondé Monsieur Marguerite avec Ludovic, mon associé, en 2016 maintenant. D'accord, donc ça fait déjà 5 ans que Monsieur Marguerite existe, ce qui doit vous donner une bonne idée un peu des enjeux du marché des fleurs et notamment en France. C'est la première chose que j'aimerais aborder avec vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur en fait où sont produites les fleurs qui sont vendues en France? Comment est-ce qu'elles sont transportées? Quel type de fleurs c'est? Pour dresser un petit peu un panorama de ce marché. Oui, bien sûr. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de dresser le panorama du côté distribution et puis évidemment du côté production. C'est celui qui m'importe le plus. Alors en France, le métier de fleuriste se fait à partir de 8 fleurs sur 10 sont importées. Ces 8 fleurs sur 10 qui sont importées, elles sont importées principalement des Pays-Bas, qui est la plaque tournante mondiale des fleurs. Sur ces 8 fleurs sur 10 importées, il y en a à peu près la moitié qui sont produites aux Pays-Bas et à peu près la moitié qui viennent du monde entier, d'Afrique, d'Amérique latine, Moyen-Orient, principalement. Et ce qui fait que celles-là voyagent en avion. Celles qui sont produites aux Pays-Bas sont cultivées dans des conditions extrêmement intensives avec, pour la plupart du temps et des variétés, une culture désaisonnalisée, chauffée et éclairée tout au long de l'année, assez traitée, pour avoir des produits qui sont extrêmement calibrés, et avec des rendements au maximum. Voilà, et ces 2 fleurs sur 10 qui sont produites en France, en fonction des saisons, elles sont, pour la plupart d'entre elles, en tout cas pour toutes celles pour lesquelles on travaille, sont de saison, quasiment toutes en culture de plein champ, et du coup, vraiment dans une agriculture raisonnée. Et voilà, nous, du coup, Monsieur Marguerite, en tant que fleuriste éco-responsable, on milite pour l'utilisation de fleurs de saison, cultivées à côté de chez nous, et de façon raisonnée.
C'est extrêmement important parce qu'il ne s'agit pas, dans la défense de l'horticulture française, il ne s'agit pas de reproduire un modèle hollandais qui est extrêmement intensif, qui existe déjà et qui n'a aucun intérêt et surtout un impact environnemental qui reste malgré tout assez fort, mais juste d'utiliser la beauté de notre climat, de nos terroirs pour faire pousser dans la saison de prédilection des variétés les belles fleurs à côté de chez nous. Et c'est vraiment dans cette philosophie que nous, on travaille avec un approvisionnement qui du coup est rendu très complexe, il faut le dire, euh, mais on remet au goût du jour. En fait, nous, on embellit la vie, on veut embellir la vie des gens, euh, mais avec des végétaux de saison. Et voilà notre Alors, spécificité. on va y venir sur comment fonctionne Monsieur Marguerite et sur votre parcours pour comprendre un peu ce qui vous a amené à vous lancer là-dedans. Mm. Mais pour continuer un petit peu sur la compréhension du marché, quand on parle de fleurs, on parle de fleurs fraîches, c'est exact, pas forcément de plantes en pot. Comment est-ce qu'on peut faire le distinguo, juste pour essayer de comprendre un petit peu vraiment, de visualiser de quoi on parle? Ouais, bien sûr. Alors le marché du végétal, pour faire une petite présentation du marché, le marché du végétal, c'est un marché de taille quand même significative qui fait autour de 5 milliards d'euros en France, qui où la première famille, donc du coup ce qu'on adresse principalement, c'est la fleur coupée. C'est ce qu'on appelle de la fleur d'ornement. Donc c'est vraiment une typologie de produit particulière. En ce moment, on a des pivoines, on va bientôt arriver sur les saisons des roses, des hortensias, des lisianthus, hein. C'est vraiment de la composition de bouquets. Et ensuite, on a de la plante qui est de la plante d'intérieur ou de la plante d'extérieur, sur lesquelles là, la France est très bien positionnée en matière de production, mais avec des schémas de production assez complexes. Euh, c'est vraiment un tout autre métier, hein, la pépinière, euh, que l'horticulture en fleurs coupées. Et ensuite, on a une troisième grande catégorie qui est tout ce qui est potager, fruitier. Et là, on travaille soit sur des plantes en pot, soit sur des semis, soit sur des plantes à maturité en fonction des fruitiers dont on va parler. Donc ce sont des métiers très particuliers. La pépinière a toujours été une activité forte en France, qui a bénéficié du soutien depuis de très nombreuses années des grands acteurs de la distribution de jardinerie, que je ne citerai pas. Mais la fleur coupée elle, souffert de ces 30-40 dernières années d'une concurrence extrêmement importante étrangère. Et, euh, et, et comme la philosophie de la culture française, enfin de l'horticulture française était plutôt de faire des produits de saison, on n'a pas pu, on n'a pas pu pour beaucoup de raisons euh, rentrer dans la compétition avec les Pays-Bas. On a aussi du coup des soucis logistiques qui sont venus se mettre là-dessus, et du coup on a perdu tout un réseau, toute une capacité de production qui était présente. Aujourd'hui, le seul bassin qui est encore structuré et qui est vraiment fort, qui rentre dans la compétition avec les bassins étrangers, c'est le Var. Euh, c'est toute la région varois de Hyères, qui a encore autour de 400 horticulteurs qui produisent tout au long de l'année des fleurs de saison. Voilà. Mais voilà. Et du coup, nous c'est la raison pour laquelle on est implanté à la fois à Saint-Denis pour, euh, pour adresser évidemment le bassin de consommation d'Île-de-France, et évidemment à partir au maximum de fleurs d'Île-de-France en saison, puisqu'on a encore un bassin de production qui est présent en Île-de-France. Donc on fait tout pour le dynamiser et pour en augmenter la production. Et ensuite, on a le bassin, on a implanté à Hyères, en plein cœur du marché aux fleurs, un deuxième atelier qui a vocation à livrer toute la moitié sud de la France avec des fleurs exclusivement du sud de la France. Et là, on est dans le schéma d'une d'un fleurissement chez les particuliers ou chez les entreprises d'ailleurs, avec des fleurs locales. Et c'est vraiment ce vers quoi on veut aller. Et alors, pour comprendre un petit peu aussi cet historique, vous dites qu'en fait l'horticulture française a un peu disparu quelque part parce qu'elle n'a pas réussi à faire face à la compétition étrangère et au modèle hollandais notamment. C'est
pour faire peut-être un bref historique et comprendre ce qui s'est passé et peut-être un parallèle avec un marché qu'on connaît mieux, peut-être un marché d'agriculture de produits frais aussi. Mmh. Alors bon, la principale raison par rapport à l'agriculture, classique, c'est que l'horticulture n'est pas subventionnée. Donc, un hectare de plantation horticole n'est pas subventionné, donc on est sur des entreprises strictement privées, qui ne bénéficient d'aucune aide, quelconque. Hem, ce qui permet de ce qui a naturellement pas aidé à investir, à des moments où il aurait fallu un petit peu investir. On a souffert aussi, dans les grandes régions horticoles, comme sur l'arc méditerranéen, d'une pression foncière considérable. La région de Nice était traditionnellement une région très forte, sauf que le prix de l'hectare, quand il est l'heure pour les horticulteurs de transmettre leur entreprise, la valeur du terrain étant considérablement plus élevée que le gain qu'ils pourraient avoir à transmettre l'entreprise, ça a souvent été cédé à des promoteurs et à des gens qui font de l'immobilier sur ces terres. Donc tout ça faisant que et puis du coup petit à petit c'est tout un réseau logistique, c'est toute une mise en marché qui est plus compliquée, parce que on peut pas faire venir un bac de fleurs de tel endroit qui est isolé, euh, soit au marché aux fleurs de hier, soit à Paris, c'est pas possible. Donc il faut une densité de flux qui est minimale pour pouvoir agrégé et pour pouvoir faire des flux logistiques de fleurs coupées. Et voilà, c'est ça euh, qui a emmené cette filière sans qu'on s'en aperçoive, sans que le grand public s'en aperçoive à cette situation. Et puis après, l'autre grande raison, c'est que la culture du végétal et de la fleur coupée n'est pas aussi bonne que celle des fruits et légumes. Et on a du coup, enfin, que celle des fruits et légumes aujourd'hui, et on a 15-20 ans de retard sur la connaissance du, de cette notion de saison des fruits et légumes qu'on a sur les fruits et légumes. Il y a 15-20 ans, on se posait moins la question, de manière générale, sur la consommation de tomates au mois de décembre. Aujourd'hui, il y a quand même très peu de monde qui se pose la question de la consommation de roses qui vient d'Afrique au mois de décembre. Et là, on touche du doigt l'un des grands enjeux qu'on a nous, c'est que au-delà de nous, c'est bien beau de faire des fleurs françaises, mais il faut expliquer pourquoi, comment. Et du coup, on est très actif dans cette volonté de sensibiliser sur la consommation de saison d'un produit dont on ignore même qu'il a des saisons, puisqu'on ne voit pas chez un fleuriste, on voit pas l'origine d'un produit. Donc si on voyait que toutes les roses, enfin pour ainsi dire, toutes les roses qu'on consomme en France, 600 millions de roses par an consommées en France sont importées, et s'il y avait marqué Kenya Mm. ou Colombie sur le petit sur le petit présentoir, je pense que ça changerait. Et malheureusement, ça, on l'a pas. On milite, mais Non, on l'a c'est vrai pas. que c'est assez fou, mais j'avais aucune idée avant de découvrir Monsieur Marguerite qu'il y avait une saisonnalité dans les fleurs en fait. Bah, ça paraît presque logique maintenant en fait quand vous le dites, mais j'avais vraiment aucune idée. Ouais. Parce qu'on a désaisonnalisé les productions. En fait, je vais vous citer un autre exemple, les orchidées. Qui n'a pas eu ou acheté une orchidée un jour? Une orchidée, pour avoir visité des usines à orchidées aux Pays-Bas, c'est fait sous serre, chauffé, éclairé, euh, pas forcément éclairé, mais sous serre avec un taux d'humidité de 90%, 30 degrés, alors que dehors il fait 5 degrés. Et ça, de décembre à août, c'est la même chose. Donc on est vraiment dans des trucs où on a complètement confondu euh, les saisons climatiques avec les saisons commerciales. On consomme beaucoup de jacinthe à Noël, c'est pas du tout la saison des Ouais. jacinthes. Enfin, c'est la saison commerciale, quoi. On en a fait un truc commercial, mais la saison des jacinthes, c'est au printemps. Alors, on parlera peut-être un peu tout à l'heure des différentes saisons des fleurs, je pense que ça peut être sympa d'avoir quelques idées. Mais pour rester sur la partie un peu marché, entre guillemets, et j'aimerais bien comprendre quelque chose par rapport aux Pays-Bas.
On en a parlé 2-3 fois, le fait que les Pays-Bas sont une plaque tournante du marché des fleurs, qu'eux ont réussi à se développer. Pourquoi? Comment? Enfin, comme vous le dites, enfin, pour faire pousser des orchidées à 30 degrés, c'est pas forcément les Pays-Bas auxquels on aurait pensé, qui n'ont pas forcément le meilleur climat, quoi. Ouais, alors il y a eu des politiques extrêmement volontaristes pour développer les productions localement. Euh, donc ça a été soutenu très fortement politiquement il y a très longtemps, ce qui a fait ils en ont fait tout un. Enfin, c'est devenu vraiment un pays producteur important. Ils ont du coup structuré leur marché d'un point de vue commercial. Ils en ont verrouillé un petit peu tous les, tous les, enfin, ils ont vraiment verrouillé leur marché. Et comme ils sont très forts en logistique, ils ont aussi fait en sorte de verrouiller toute la logistique. Euh, Quand je dis tout à l'heure en introduction, je disais que les Pays-Bas étaient la plaque tournante mondiale. Euh, c'est qu'en fait, des avions cargo qui transportent des fleurs, qui viennent d'Afrique par exemple, ils arrivent tous à Aalsmeer, à Amsterdam, à Schiphol. Ils sont traités. Et du coup, en fait, ils ont verrouillé également à l'étranger, à la fois au niveau de la production et à la fois au niveau des exportateurs et importateurs, parce qu'à chaque fois, ce sont des intermédiaires commerciaux. Ils sont à tous les endroits de la chaîne. Production, importateur, distribution. Quand je dis distribution, c'est à la fois pour de la revente à des fleuristes, mais également, enfin, revente en ligne à des fleuristes, mais également revente avec ce qu'on appelle des caches, des magasins qui sont situés en région. Euh, c'est eux qui les possèdent. Et du coup, de cette façon-là, en étant à tous les maillons, au niveau de tous les maillons de la chaîne, bah, ils ont réussi à verrouiller, à faire ce qu'ils veulent du marché, quoi. Ah, Donc, euh, donc vraiment, il y a ces deux choses très logistiques et une politique très volontariste sur la production qui a permis bah, tout simplement de, de- d'allouer des hectares et des hectares de terre euh, pour y implanter des serres, pour y implanter des serres. Donc voilà un petit peu pourquoi les Pays-Bas. Et nous, derrière, enfin, l'ensemble des pays européens, voire même mondiaux, parce qu'en fait, à partir d'Amsterdam, on livre, enfin voilà, une rose qui a poussé en Afrique, elle passe par Amsterdam, elle peut être livrée 2 jours après à New York, Hong Kong ou Sydney, quoi. Alors c'est vrai que j'ai vécu au Vietnam pendant 3 ans et dans la région de Dalat, il y a au nord de Ho Chi Minh Ville, il y a énormément en fait de serres enfin, d'horticulture et c'est effectivement que des Hollandais qui sont là pour former, mettre en place les pratiques et développer ce business là-bas. Donc c'est vrai que c'est assez frappant de voir que même perdu au Vietnam, c'est effectivement des Hollandais. Bah, c'est parce qu'il y a des cultures bah, comme l'orchidée par exemple qui poussent très bien dans ces conditions et ils ont pour vraisemblablement enfin voilà c'est un rôle très de commerce hein. Ils vont former et pour en acheter la production et mettre la main sur cette production et promettre en fait ils promettent des euros de vente donc ouais non ils font ça partout quoi. Les grandes fermes africaines ou Amérique latine, je connais moins, mais les grandes fermes africaines sont détenues par des Hollandais. Et alors pour en revenir maintenant un peu à votre parcours et comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous lancer sur le marché des fleurs? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une passion? Vous avez fait des études dans le secteur? Alors non, on n'a pas fait avec Ludovic d'études dans le secteur. C'est une passion, oui, maintenant c'est une passion, mais vraiment une grande passion. euh, Parce que c'est un marché passionnant, c'est un marché passionnant. On connaissait pas beaucoup le secteur avant de s'y plonger. On a mis quelques mois avec Ludovic à en comprendre les rouages des circuits amont, des rouages pour nous en tant que fleuristes pour bien s'approvisionner, les rouages de la production française. Euh,
pour comprendre un peu bien l'état de ce marché. Et on a assez vite compris que le marché était vraiment dingue et qu'on marchait vraiment sur la tête. Alors, heu, alors du coup, on a commencé, on a travaillé. Donc du coup, au début, on a commencé comme tout le monde, hein, à faire en achetant des fleurs, qui venaient des Pays-Bas. On s'est toujours interdit, hem, la fleur, qui venait de plus loin, parce que nous, on demandait les origines des produits à chaque fois. Et puis en 2019, on a réussi à craquer un peu le modèle et à s'approvisionner 100 en France. Donc on l'a dit, on l'a communiqué. Et puis c'est vrai que maintenant on est connu et reconnu pour cet engagement qui est sans concession. Et puis du coup on travaille beaucoup avec les horticulteurs, nos horticulteurs partenaires. Et c'est un métier passionnant parce que c'est un métier d'hommes et de femmes, hein, mais c'était d'hommes de manière générale. Mais il se trouve que c'est quand même plus masculin que féminin. Heu, mais, heu, mais c'est un métier où l'humain est est vraiment extrêmement important. Et nous, on construit, toute notre entreprise autour de l'humain, autour de la compréhension des aléas et des difficultés qu'ont les producteurs, pour que notre offre reflète ces aléas et ces aléas. Parce que c'est bien là l'essentiel, c'est que si on ne comprend pas ce qui pousse bien, on ne peut pas proposer des beaux produits pour nos clients. Et vraiment, on est dans cette démarche. Et c'est passionnant aussi parce qu'il y a tellement à faire. Quand on travaille dans une filière qui est un peu en décrépitude depuis de longues années, et que, et que et que et qu'on touche du doigt des solutions pour inverser la tendance. C'est, c'est chouette d'essayer de fédérer. Et c'est chouette de voir qu'il y a du répondant, et qu'il y a encore des forces vives et des gens qui ont qui ont qui sont passionnés eux aussi, et qui veulent, faire avancer les choses. Et comment s'est un peu passé le déclic? Parce que du coup, si je comprends bien, au départ, quand vous avez lancé Monsieur Marguerite, l'objet n'était pas forcément de faire que de la fleur française. C'était, enfin, comment est-ce que Ouais. ça s'est passé? Comment est-ce qu'a évolué et s'est transformé un peu le modèle économique? Ouais, alors au début, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'était qu'on fonctionnait un petit peu comme tout le monde. Nos achats passaient par un GIS, voilà. Et du coup, on avait un mode d'approvisionnement assez classique. Et nous, on s'était penché quand on a commencé l'aventure Monsieur Marguerite en 2016. On avait fait tous les 2 une école de commerce, et du coup, on avait plus vu toute la partie, distribution, qui était assez vieillotte en ligne, pas très adaptée, pas beaucoup d'innovation. Et du coup, on a commencé notre modèle initial, c'était le modèle d'abonnement. Donc, on livrait un bouquet surprise, à nos abonnés, de façon régulière tout au long de l'année. Et puis, on voulait vraiment, moderniser et transformer cette expérience client. Et puis, mais comme on n'avait pas encore connaissance de la chaîne, de la partie amont, de la chaîne de valeur qui était scalée, on s'est penché là, on a d'abord travaillé ce sujet-là. Et puis, c'est au fil de l'eau. On a appris, on a beaucoup cherché, on a beaucoup rencontré, on a beaucoup parlé avec les acteurs, les différents acteurs et les différents maillons de la chaîne. Et puis en fait, on s'est rendu compte que la vraie valeur de ce marché, c'était pas la c'était pas la distribution. C'est pas que c'est pas la distribution, mais c'est que la production, on fait rien sans la production. Donc on aura beau chercher à avoir la meilleure expérience de distribution, de fleuriste, de livraison, de ci, de ça, si on n'a pas toute la partie amont, on sera pas différenciant. Et nous, on a des convictions fortes, dans notre façon d'entreprendre. C'est que, heu, on a des valeurs. Et il se trouve que, bah, j'ai cité l'humain. Et ces relations qu'on a, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit avec nos partenaires, producteurs, et tous nos autres partenaires. On a
On a, je pense, ce besoin d'humain et de faire les choses en bonne intelligence, on va dire, toujours. Et puis ces engagements, cette volonté d'entreprendre en ayant notre impact, notre part de réduction d'impact, en l'occurrence environnemental, parce que c'est accessible en fait, parce qu'on peut. Et du coup, à partir du moment où on peut plus, on doit. Et ça, ça fait partie de de nos convictions fortes d'entrepreneurs, c'est que tous ceux qui peuvent, tout ce qu'on peut faire nous à notre échelle, même si c'est à notre petite échelle, mais en l'occurrence c'est pas à notre petite échelle, l'impact il est grand, hein, au niveau de la filière entière. Donc tout cet impact qu'on peut avoir, on le fait. Et du coup, ça passe par beaucoup de réflexions. On a beaucoup parlé de nos approvisionnements, mais on travaille sur de nouveaux. On a lancé une nouvelle catégorie de plantes et de jardinières pour les urbains, avec ce même ADN de culture locale, en direct de producteurs, euh, euh, fait par des gens qui ont un véritable savoir-faire. Ça passe pas par on dit pas que c'est français pour dire que c'est français. Ça passe pas par trois centrales d'achat, par d'autres pays européens avant. Enfin voilà, c'est direct, c'est fait ailleurs et voilà. Donc on le fait. Et puis on travaille aussi sur tout le recyclage de nos déchets verts, pour faire du compost qu'on réutilise partiellement dans cette activité jardinière. Enfin voilà, on essaie d'aller plus loin et d'apporter tout ce qu'on peut apporter. Et, et ça dans cette optique de réduction de notre impact ou d'améliorer l'impact de notre métier sur la planète. Et justement, comment est-ce que vous avez initié ce changement? Parce que j'imagine que c'est un changement profond aussi de modèle économique, entre s'approvisionner aux Pays-Bas à des prix, j'imagine, très concurrentiels et passer directement au producteur en France, qui n'a pas forcément d'aide et qui peut-être hein, coûte plus cher. Comment est-ce qu'on fait cet arbitrage? Comment est-ce que vous avez décidé de le mettre en place? Est-ce que vous y avez perdu au niveau financier? Mais comment sont faits ces choix et pour, ouais, pour quelles raisons en fait? Alors ça a été assez progressif, parce qu'on peut pas changer du jour au lendemain, évidemment. Donc on a vraiment changé notre façon de. On a dit ce qu'on faisait on a affirmé des engagements forts à partir du moment où on a réussi à faire du 100% Ok. français. Voilà, parce que on a cette conviction de se dire, on veut pas avoir c'est trop facile de faire du greenwashing, de dire qu'on fait du saison alors que c'est pas des fleurs de saison, juste sur une tagline de marque, c'est trop facile. Du coup, nous, on est entier, on est authentique et on est pleinement engagé. Et du coup, on a dit ça uniquement quand on est arrivé à faire du 100% français. On le tient, ça va faire presque 2 ans. Euh, donc on le tient et ça toute l'année. Et du coup, ça se travaille. On a surtout adapté toute notre offre produit à cette façon de nous approvisionner, qui est très très compliquée parce que on travaille avec des petits producteurs qui sont pas capables qui sont pas toujours capables de nous dire, bah tiens, pour la semaine prochaine, je peux avoir 50 seaux de tulipes rouges ou roses. En fait, ils sont pas forcément capables. Il y a des aléas météo. Là, on a vu les vagues de froid. Demain, ça peut être demain, c'est un redoux. Et en fait, les choses font que il y a de la connaissance, il y a un savoir-faire, donc on arrive à estimer, mais on n'a aucune garantie. Et du coup, on travaille avec des horticulteurs avec qui on partage cette philosophie cette communication au quotidien, de comment ça avance dans les champs pour avoir notre offre qui se met en face de leur capacité de production. Donc ça, c'est une grande difficulté. Et puis la difficulté logistique, c'est faut vraiment s'engager. Donc il y a une difficulté sur l'offre produit, mais qu'on arrive bien à, 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 à maîtriser parce qu'on propose beaucoup de produits surprises. Ok. C'est-à-dire que quand, en saison des tulipes, pour faire de la tulipe qui est non industrielle,
non industriel, ça veut dire c'est pas la même tulipe qui sort pendant 2 mois, de la même couleur, même taille, strictement la même. Celle-là, elle est pas vraiment naturelle. Enfin, elle est assistée en température. Euh, Elle peut être traitée. Enfin voilà, il y a plein de choses dans la production. Nous, pour faire ça, on propose de la tulipe surprise. Et du coup, on montre une photo de différents types d'assortiments que les clients pourraient recevoir. Mais le client qui tape je veux une botte de 20 tulipes surprises, euh, eh bien, il sait qu'il aura des tulipes qui sont cultivées à côté de chez lui. Il sait qu'il aura des tulipes, il sait qu'il en aura 20. Il sait qu'il aura vraisemblablement un assortiment qui pourrait ressembler. Mais nous, on ne peut pas le promettre. Parce que celui qui achète aujourd'hui pour une livraison vendredi, ben en fait, le producteur, jeudi, qu'est-ce qu'il va pouvoir couper dans son champ? Ben, c'est un petit peu compliqué de le savoir. Donc voilà, il y a toute cette approche-là. Et puis, euh, et puis après, il faut le communiquer ça, parce que c'est bien beau, mais le marché, on le disait tout à l'heure la connaissance des clients du monde de la fleur et de l'impact sur l'environnement ou de la façon dont est structuré le marché. Nous, je sais pas, c'est quand même, enfin, c'est hyper compliqué de dire à un client qui a l'habitude d'acheter ses roses rouges pour la Saint-Valentin, son bouquet de roses blanches au mois de décembre, de lui dire non mais enfin chez nous non t'as pas. Et tous les jours on reçoit des coups de fil pour dire bonjour, est-ce que je pourrais acheter un bouquet de 72 roses. Non, on est en novembre, madame. Il y a plus de roses en France depuis un mois. Euh, ah, mais non, mais bon, tant pis. Voilà, donc il y a tout ce message, tout ce parti pris très fort, parce qu'encore une fois, on est sans concession, et y compris pour les clients B2B qu'on a. Hein. Euh, on est sans concession, donc on fera jamais euh, de concession sur l'origine et la façon dont sont produites les fleurs. Et ça, c'est vraiment une complexité dans notre communication, parce qu'on se prive d'un certain nombre de clients qui ont l'habitude et qui veulent pas et qui n'ont pas cette sensibilité de découvrir le pourquoi du comment. Mais nous, on est fiers et ça rend fier toute l'équipe d'avoir des convictions fortes et au moins euh, les clients qu'on gagne, c'est pour beaucoup plus longtemps et pour les bonnes raisons. Et donc ça a été un deuxième vrai, vrai élément de construction de la marque entre le moment où on avait un approvisionnement qui était plus varié à un approvisionnement français qui est beaucoup moins varié tout au long de l'année, mais qui est local. Et voilà, nous on travaille maintenant pour regagner cette variété avec une production française et locale. Et là, on parle de grands, grands projets pour la société. Et justement, du coup, on abordait un peu le modèle économique qui est sur abonnement, c'est ça, au niveau des clients, et un peu sur le modèle des AMAP, quelque part, où finalement bah, on souscrit à un panier, mais ça change en fonction des saisons, on n'est pas tellement sûr de ce qu'il y a en fonction de, bah, de ce que le producteur a pu récolter dans la semaine. Ouais, alors on est né sur le modèle de l'abonnement. Maintenant, ça représente une part plus restreinte de notre activité parce on fait, on est assez, enfin l'activité de booker à l'unité pour faire livrer pour un anniversaire, pour une fête ou pour une raison X ou Y, euh, est la majeure partie de notre activité, suivie effectivement par ce système d'abonnement où on s'abonne sans savoir ce qu'on va recevoir. Mais c'est la beauté des fleurs, c'est que finalement, même si c'est pas celle qu'on se serait acheté, c'est toujours extrêmement agréable d'avoir des fleurs à la maison et qui plus est quand on sait d'où elles viennent, par qui elles ont été cultivées et en conscience. En conscience. Et puis ensuite, on a cette grande catégorie jardin qui permet d'avoir des aromatiques, des plantes fleuries, des jardinières qui ont été fabriquées en France par des artisans français. Euh, Tout ça préparé ailleurs à partir de végétaux qui ont poussé dans un rayon de 2 km autour de notre atelier et qu'on livre en direct. Donc là, c'est du circuit ultra court où pour le coup, on sait ce qu'on reçoit parce que dans le végétal, dans la plante en pot, on a les cycles de production
et la tenue, la résistance des produits étant plus longue, on a la capacité de promettre un assortiment bien précis. Même si, voilà, une jardinière, s'il nous manque une plante parce que le producteur est en fin de production, bah, c'est il a des bonnes raisons vraisemblablement d'être en fin de production, donc on la remplace par une autre plante. Et on n'altère jamais la qualité du produit et de l'expérience pour le client. On fait toujours un remplacement quand il y a besoin de faire un remplacement équivalent en esthétique, en qualité-prix évidemment, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et aujourd'hui, comment est-ce que se passe la relation avec, bah, j'allais dire les autres fleuristes ou les fleuristes de proximité? Parce que j'imagine que c'est encore comme ça que les gens achètent principalement leurs fleurs. Bah, peut-être que je me trompe. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les fleuristes apprennent à, bah, s'approvisionner différemment, justement, avec des fleurs françaises et de saison? J'imagine que ça, c'est un des gros objectifs aussi de Monsieur Marguerite, d'aider, dans ce sens? Ouais, bien sûr. Alors, ce qui peut faire bouger le plus et le plus vite les choses, c'est que tous les gens qui rentrent chez un fleuriste demandent au fleuriste d'où vient cette fleur, d'où vient cette fleur, d'où vient cette fleur, d'où vient cette fleur. Euh, Ça peut prendre un petit peu de temps, mais j'ai l'intime conviction que si on fait ça, tous les fleuristes vont davantage se poser la question et davantage percevoir la nécessité de changer un petit peu la façon de faire. Euh, et ça, c'est vraiment l'élément principal. Après, nous, on n'a pas du tout le même métier qu'un fleuriste de quartier. Un fleuriste de quartier, il a sa clientèle habituelle, euh, qui veut pas toujours changer très vite, qui peut être d'un certain âge, qui a ses habitudes, qui vient chez tel fleuriste parce que il sait faire tel bouquet. Et si l'assortiment, si l'approvisionnement change de ce fleuriste, bah, il pourra plus forcément faire le même bouquet de Madame. Voilà, et du coup, c'est compliqué, le métier de commerçant. Il faut s'adapter à la, à sa zone de chalandise, alors que nous, euh, on a une offre et les gens qui veulent. Alors déjà, on livre partout en France, hein, donc ce que fait pas forcément un fleuriste. Nous, on a une promesse vraiment de qualité en livraison partout en France, parce qu'on on est complètement intégré. On achète nos fleurs, on fait un contrôle qualité dans nos ateliers, soit à Saint-Denis, soit ailleurs. On les confectionne ils sont livrés partout en France. Et ça, c'est vraiment quelque chose de c'est vraiment quelque chose d'inédit. Donc on n'a pas vraiment le même métier. Nous, quelqu'un qui vient sur le site de Monsieur Marguerite, c'est que déjà, il y a un truc... Enfin, il vient pas pour rien. En fait, il y a vraiment une volonté de consommer un peu différemment. Et ensuite, il trouve son bonheur ou il le trouve pas. Et c'est regrettable, mais voilà. Donc, le métier est différent. Effectivement, il faut que tous les fleuristes se posent la question de la façon dont ils s'approvisionnent. Mais je crois que pour les aider, il faut ces gens-là, ces fleuristes, ressentent le fait que leurs consommateurs, leurs clients, euh, ont envie que ça change aussi chez eux. Voilà. Parce il faut dire ce qu'il y a, hein, une boutique de fleurs en hiver, donc une boutique de fleurs, un fleuriste en hiver, dans une boutique de 40 mètres carrés, s'il a que des fleurs françaises, ça va, il va pas pouvoir avoir la même boutique. D'accord, donc c'est ouais, c'est presque un changement de métier, j'imagine, ou à C'est un changement. offrir, C'est tout à fait ça, hein. C'est un changement de métier, un changement de tous les principes de production, de présentation, de style de bouquet, voilà, ouais. que nous on a fait, mais qui est, je pense, un petit peu plus dur à faire en Et du coup, local. il y a quoi? Il y a des besoins de formation des fleuristes aussi pour justement leur apprendre à faire autrement, leur dire que voilà, on peut proposer d'autres plantes, mettre en avant le côté made in France, qui est quand même une Ouais. vraie demande, hein, de la part d'une partie de la population en tout cas? Ouais, tout à fait, c'est tout ça mélangé. Il faut arriver à mettre, à mettre tous ces éléments bout à bout, sans, sans, en essayant de pas dommager leur activité actuelle, mais d'aborder une période de transformation du marché. Et on parle de transformation de 5 à 10 ans, hein, c'est quand même du temps long. Regardez le vrac Ouais. dans les supermarchés.
on n'y est pas encore dans tous les supermarchés, hein. Donc, et c'est progressif. Le vrac, ça fait belle lurette que des enseignes spécialisées bio le font. Et 10 ans après, 10-15 ans après, la grande surface s'y met. Enfin, donc voilà, on va y arriver petit à petit. Il faut amorcer cette transition, et pour l'amorcer, euh, il faut s'assurer au maximum du circuit qu'ont fait les fleurs que l'on propose à ses clients. Et puis chez le client, euh, il faut, euh, il faut, euh, il faut avoir un petit peu cette conscience de la façon dont on consomme dans un secteur où on n'a pas l'habitude de demander des informations. Donc il faut y arriver. Et puis voilà. Et tout en faisant très attention à pas faire d'impair. Une boutique qui proposerait 10% de fleurs françaises, si elle met Made in France dans toute sa boutique, si elle affiche Made in France dans toute sa boutique, ou le label Fleurs de France, hein, qui est un label qui est un label qui existe, euh, bah, en fait, on trompe le consommateur si jamais on met en gros du Fleur de France ou du Made in France, alors que dans la boutique, il y a 10% de français, parce que ça veut dire que le mec qui voit de la rose rouge, enfin la personne qui voit de la rose rouge, bah, il se dit ah, c'est marrant, c'est Made in France. Bah non, en fait, des producteurs de rose rouge, il en reste 2 en France. Donc autant vous dire que sur les 600 millions de roses qu'on consomme. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent de Donc là-bas. voilà, c'est compliqué, parce que enfin, voilà, c'est une transition. Il faut prendre le temps de l'amorcer. Il y a pas de, il y a pas de secret. On est bien aidé quand même. Les médias, on parle beaucoup de cette transformation dans ce métier-là. Et puis, on a quand même des effets type Covid, où certaines prises de conscience se font un petit peu plus vite qu'on aurait pu l'imaginer. En l'occurrence, dans notre secteur, euh, on le ressent qu'il y a eu une petite prise de conscience. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est à vous écouter aussi, j'ai l'impression que c'est à la fois, oui, un chemin qui peut prendre du temps, mais en même temps, face aux différentes contraintes énergétiques, de ressources qui se profilent sur les années qui viennent, et notamment quand on entend que la plupart des roses ou beaucoup de fleurs sont envoyées en avion depuis les Pays-Bas, on se dit que recréer une filière française en horticulture, bah, ça va être une nécessité en fait. Et que du coup, Ouais. c'est même un besoin pour bah, des horticulteurs de se lancer en France. Et est-ce que vous voyez qu'il y a sur ce marché en fait une recrudescence de vocations ou d'installations, comme on peut le voir avec des maraîchers notamment? Ouais, exactement. Alors, nous, on le voit beaucoup, parce que on est sollicité chaque semaine par des personnes qui sont en reconversion, et qui veulent faire de la fleur, et partout sur le territoire. Donc c'est assez marrant. Euh, et puis on le ressent dans les transmissions d'entreprise. Quand les entreprises ont une traction commerciale, ben, les transmissions sont beaucoup plus faciles. Ce sont des transmissions souvent familiales, notamment dans le Var, c'est souvent familial, mais on sent qu'il y a il y a une énergie, il y a une énergie nouvelle depuis 3-4 ans là-dessus. Et donc ça, c'est très, très, très positif. Maintenant, il faut que ce soit durable, et pour que ce soit durable, il faut offrir, euh, à toutes ces personnes qui souhaitent se relancer tous les outils, le savoir-faire, et entre guillemets l'assurance d'une mise en marché correcte et conforme aux prix qui sont nécessaires euh, pour en vivre dignement, et pour créer des entreprises qui sont pérennes dans le temps, qui sont capables de résister à des aléas climatiques, qui sont capables, voilà. Et du coup, c'est très positif, et il faut recréer une filière française. C'est complètement aberrant d'acheter une fleur qu'on va garder 8 jours dans un vase, qui a fait, qui a fait 10 000 kilomètres en avion, enfin, ou qui est chauffé sous serre. Enfin, voilà. En plus, il y a l'intention pour la personne qui a offert, ou qui s'est fleuri, mais en fait, il n'y a même pas Ouais. d'histoire. C'est quand même dommage, alors que le produit, il est tellement beau, qui n'est pas, enfin voilà, qui n'est pas
a pas ces yeux d'enfant quand on voit pousser dans son jardin ou quand on plante des graines de basilic sur un balcon pour ceux qui n'ont pas de jardin. Enfin, et on voit que ça pousse. Enfin, il y a des yeux d'enfant. Ouais, nous, c'est ce qu'on voit chez nos producteurs. Voilà, enfin, comment on pousse le muguet. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie de presque, c'est presque de la culture générale, quoi. C'est le travail de la terre, tout comme les maraîchers. C'est un métier passionnant. Enfin voilà, tout ce qui touche à la terre. euh, euh, je trouve que ça doit être pour tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut relocaliser en France, ça doit être relocalisé en France. Parce qu'en plus, on a un savoir-faire, on a une climatologie extrêmement variée, donc c'est très favorable à un certain nombre de cultures. Euh, et on a un marché qui sera extrêmement réactif. Donc, y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et tout à l'heure, vous m'avez posé la question, je n'y ai pas répondu. Et c'est pas plus cher. D'accord. C'est pas plus cher. Une fleur qui est produite en France n'est pas plus chère parce qu'il y a beaucoup moins il y a beaucoup moins d'intermédiaires. On fait des fleurs différentes, donc qui ont leurs propres caractéristiques. Et du coup, à bouquet équivalent, on n'est pas plus cher. Vous pouvez aller voir sur notre site. On n'est pas plus cher, sauf en fait, si on compare au nombre de fleurs, un bouquet que vous avez devant une caisse de grande surface on sera plus cher parce qu'en fait, c'est tout simplement pas du tout Hmm, comparable. bien sûr. On est sur des roses produites en Afrique dont le bouton est microscopique. Donc là, ça coûte rien, mais l'impact environnemental, social est absolument catastrophique. Si celui qui achète ça, il verrait les conditions dans lesquelles c'est produit, il s'en voudrait toute sa vie. Donc voilà, mais à produit à peu près équivalent, c'est pas plus cher d'avoir une fleur française. Et en tout cas, nous, on peut fleurir la vie des gens et faire des cadeaux en dépensant strictement le même budget en ligne. Et j'avais une autre question par rapport à la production parce que aujourd'hui, on va dire dans tout ce qui est agroalimentaire, alors je sais pas si c'est le bon terme, on va dire alimentation, on voit qu'il y a pas mal de collectifs qui essaient de s'installer, que ce soit en maraîchage, élevage, avec des transformations à la ferme, donc des gens qui essaient de démultiplier en fait l'impact pour ne pas en fait enfin, faire de la polyculture et non pas être en fait sur des monocultures, sur des grandes terres. Est-ce que ça, c'est aussi une possibilité pour des horticulteurs de s'installer avec d'autres agriculteurs ou d'autres cultivateurs en fait pour pouvoir justement essayer de relancer et reprendre possession des terres et mélanger les cultures? Ce serait génial. Ce serait génial. C'est l'horticulture. Enfin, l'horticulteur, le vrai horticulteur, aujourd'hui, il est assez individualiste. Alors, c'est pas négatif ce que je dis là. C'est juste que, contrairement à beaucoup d'autres secteurs agricoles, euh, branches agricoles, il n'y a pas de coopérative. Très très peu de D'accord. coopératives dans le monde de la fleur. Euh, on a une coopérative en Bretagne qui s'appelle Kérisnel, mais qui fédère seulement une poignée d'horticulteurs. Et ensuite, dans le Var, le marché aux fleurs, la SICA, là où est installé notre atelier, eux, ils fédèrent, chaque horticulteur est pleinement indépendant. La coopérative permet juste une mise en distribution, de structurer la mise en distribution. Mais il n'y a pas de discussion sur je fais ci, je fais ça, toi tu fais ci, tu fais ça. Non, c'est assez individualiste parce qu'on est dans des entreprises purement Mhm. privées et ils n'ont pas trop cette philosophie. Mais dans l'absolu, oui. Tout à l'heure, j'ai expliqué le fait que la France, la production française avait diminué et dans le fil de en fait, dans le sillage de cette diminution de la production française, on a eu un appauvrissement variétal, donc on produit de moins en moins de variétés différentes. Et ça, c'est très difficile, notamment pour nous, parce qu'on a besoin d'une diversité variétale tout au long de l'année pour pouvoir avoir une
une offre qui est séduisante et toujours extrêmement qualitative. Et du coup, effectivement, ce que vous présentez en mutualisant, en faisant quelque chose de réfléchi, euh, est une des solutions. Euh, Derrière, on est quand même malgré tout dans des activités, euh, euh, voilà, ça reste des entreprises. Il faut du rendement. Il faut comparer le rendement de telle fleur avec telle fleur. Et du coup, euh, on, on- il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de monde parfait. Et les bassins de production entre le sud et l'Île-de-France, par exemple, sont très différents. Dans le sud, ils sont beaucoup plus spécialisés. En Île-de-France, ils font beaucoup plus de variétés différentes parce qu'ils ont l'habitude de fournir des fleuristes qui demandent cette diversité variétale. Et voilà, les bassins sont différents, et puis il faut jouer avec les forces et les faiblesses de chacun des bassins de production, de chacun des producteurs, pour arriver à développer les exploitations actuelles. Alors Benjamin, on va arriver à la fin de cet échange et j'avais une dernière question. Quand on achète des fleurs, comment savoir si elles sont de saison, pas de saison? Comment se renseigner sur les différentes fleurs de saison en France? Alors, c'est pas, j'aimerais donner une solution sans parler de Monsieur Marguerite. Euh, L'ultime solution pour ne pas avoir de doute, c'est de venir sur notre site et de commander sur notre site. Parce que vous avez la certitude que toutes les fleurs qu'on va vous Sont proposer de seront de saison, ouais. saison. Euh, Ce qu'il faut bien préciser, donc il y a des, c'est assez difficile d'avoir des calendriers de saison de fleurs parce que je vais expliquer tout simplement. Une renoncule commence, les renoncules, la saison commence fin novembre, début décembre dans le sud de la France, et elle commence juste en Eh oui, Île-de-France. d'accord. Parce qu'en fait, on les plante pas au même moment, les conditions climatiques sont très différentes, euh, et du coup, voilà. C'est ça qui est difficile, c'est compliqué. Après, il y a des grandes saisons, c'est-à-dire que si vous voyez une rose, des roses en France, on en fait pousser, quel que soit l'endroit, il en pousse de saison, du mois de mi-avril, en fonction des années, mi-avril, début mai, jusqu'à fin octobre, tout début novembre. Ok, Voilà. Ça, c'est une bonne indication. Les hortensias en France, il en pousse de saison, de juillet pour les premiers, juin. On en a fin mai, début juin, mais en toute petite quantité, euh, dans le sud de la France, et jusqu'en octobre-novembre en Bretagne. ok. Vous voyez? Et du coup, c'est assez difficile d'y voir très clair, mais en fait, le bon réflexe, c'est de regarder dans les jardins, hein. Eh oui, ok. Quand on regarde, nous, des bouquets qui sont faits exclusivement à partir de feuillages et branchages, et qui sont fleuris et qui fleurissent dans les jardins. Euh, Bah, en fait, ça reste le meilleur indicateur. Euh, donc voilà, des tulipes de plein champ, celles que moi j'aime à titre très personnel, et sur laquelle Monsieur Marguerite s'engage. C'est la tulipe de plein champ qui pousse en pleine terre, qui est plantée au mois de octobre-novembre, et qui commence à à sortir de terre en Île-de-France et à fleurir fin février, début mars. Moi, c'est celle-là qui me. Alors que j'ai des tulipes qui sont cultivées en France à partir, enfin, quasiment toute l'année, parce qu'il y a des producteurs qui font de la tulipe de façon un peu plus intensive. D'accord. Mais moi, c'est pas celle-là qui m'attire. Donc, il s'agit pas de regarder seulement, euh, seulement d'où ça vient, ou le mois. Il faut demander, mais c'est produit où, par qui, comment. Et c'est nous, là, où on sert vraiment de tiers de confiance, en fait, puisque nos engagements sont forts et sont sans concession. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais une tulipe qui n'a pas poussé en plein champ, ou qui n'est pas dans sa saison de... Voilà. Donc je sais pas si ça répond pas exactement. Vous auriez voulu que j'envoie vers un lien très précis d'un calendrier, mais c'est pas si facile que ça, un calendrier. Et nous, c'est ce travail-là qu'on fait au quotidien, de savoir ce qui pousse, quand, comment et par qui, et le proposer
à nos Mais clients. c'est bien de comprendre que c'est pas facile justement, et qu'il y a des enjeux qu'il faut creuser et qu'il y a pas une réponse toute faite. C'est finalement dans l'ordre des choses et des questions qu'on se pose sur le podcast, comprendre aussi la complexité des problématiques liées, aux enjeux écologiques et éthiques. Du coup, Benjamin, merci beaucoup en tout cas pour cet échange, et nous présenter un marché qui est, somme toute assez peu connu et surtout comment est-ce qu'on arrive à transformer une entreprise de l'intérieur pour justement se caler avec ces enjeux. Et donc bravo pour ce que vous faites avec Monsieur Marguerite et bon courage pour la suite. Merci Jean-Philippe. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'écoles de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers, afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment, afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, allez voir du côté des associations comme la Fresque du Climat ou les Shifters. Vous y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, veulent agir, mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. À bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, osez!